Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche avec François Angelier. François Angelier est producteur à France Culture de l'émission Mauvais Genre et collaborateur du Monde des Livres. C'est aussi un passionné des expériences spirituelles les plus radicales et des figures atypiques qui l'ont conduit à publier plusieurs ouvrages et articles sur les francs-tireurs du catholicisme de plume. Claudel, Huysmans, Léon Bloy, Simone Veil. Mardi 12 octobre 2021, François Angelier présentait à la librairie Ombre Blanche Georges Bernanos, La colère et la grâce, paru aux éditions du Seuil. Le débat était animé par Jean-Yves Lorichesse. Bonsoir et merci d'être venus nombreux. C'est toujours une satisfaction de voir que Bernanos attire du public et puis aussi François Angelier quand même, hein, disons-le. Toute comparaison mise à part. François Angelier, je présente rapidement tout de même pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc vous êtes producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture, hein, que certains d'entre vous connaissent très probablement. Vous êtes aussi chroniqueur au Monde des Livres, chronique hebdomadaire. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à de grandes figures de la littérature d'inspiration catholique. Hein. Paul Claudel, Chemin d'éternité en 2001, Claudel ou La conversion sauvage en 2003, Bloy ou La fureur du juste en 2015. Donc il y a tout de même un tropisme très net dans votre travail. Mais vous intéressez aussi, par exemple, à Jules Verne, sur lequel vous avez publié un dictionnaire, et également l'album de la Pléiade. C'est donc dans la continuité des ouvrages sur Claudel ou sur Léon Bloy que s'inscrit la très belle et passionnante biographie qui nous réunit aujourd'hui, donc Georges Bernanos, La colère et la grâce, publiée aux éditions du Seuil. Donc je la remontre avec cette très belle photo, ce très beau portrait de Bernanos, un très beau visage. Le sous-titre du livre, hein, La colère et la grâce, que je trouve très, très juste et très beau, exprime la complexité du personnage, les violents contrastes, en même temps que la forte cohérence de cette vie et de cette œuvre exceptionnelle sur lesquelles nous allons essayer d'apporter quelques lumières avec vous au cours de cet entretien. Il s'agit donc, que vous l'avez aperçu, d'un fort volume de plus de 600 pages, très rigoureusement documenté, offrant toutes les garanties de sérieux que l'on est en droit d'attendre d'une biographie d'écrivain, enrichi aussi d'une sélection de textes retrouvés, d'une bibliochronologie, d'une bibliographie critique et de plusieurs index. Mais que l'on ne soit pas effrayé par cette somme, car elle se lit non pas comme un roman, elle n'a précisément rien d'une biographie romancée, mais comme le récit d'une extraordinaire aventure humaine, littéraire et spirituelle à la fois. Et il faut ici rendre hommage au style du biographe qui, tout en délivrant une somme considérable d'informations et d'analyses, sait aussi admirablement raconter, donner vie, trouver les formules éclairantes, les images justes, de sorte que le lecteur est constamment capté. Je peux en témoigner pour avoir lu tout fraîchement donc ces 600 et quelques pages. J'ajouterai que vous donnez souvent aussi à entendre la voix de Bernanos, en particulier à travers des extraits de sa correspondance, ce qui donne aussi au lecteur le sentiment d'une proximité. Alors, pour commencer cet entretien, partons, si vous le voulez bien, d'aujourd'hui et de cette forte reconnaissance, cette fortune, comme on le dit dans le domaine des lettres, dont bénéficie Bernanos de nos jours, dont on se réjouit bien sûr, mais qui a quelque chose en même temps de paradoxal et d'un peu énigmatique, parce que par bien des aspects, Bernanos paraît très éloigné de notre époque, voire en contradiction avec elle, monarchiste, catholique, antisémite. Il aurait tout pour être détesté par ceux que lui-même d'ailleurs appelait les bien-pensants. Or, c'est le contraire qui se produit, comme l'ont montré par exemple, on en parlait tout à l'heure, les récentes rencontres de Chaminadour à Guéret, intitulées Lydie Salver sur les grands chemins de Georges Bernanos, auxquelles vous avez participé, et où étaient présents, outre Lydie Salver elle-même, nombre d'écrivains contemporains, en particulier des écrivains rattachés aux éditions Verticales, donc écrivains plutôt réputés de gauche et pas particulièrement catholiques. Comment donc expliquer cet heureux paradoxe finalement de la fortune de Bernanos aujourd'hui ?
Oui, il y a un mystère Bernanos, comme Clouzot a un moment tenté de filmer le mystère Picasso, c'est-à-dire une énigme qui est due, je dirais, à l'homme lui-même. C'est-à-dire que Bernanos est effectivement de tous ceux de sa promotion, j'entends par là tous les auteurs catholiques ou pas des années 20 et 30, les Gide, les Valéry, les Mauriac, les Monterland, quelqu'un qui bénéficie encore aujourd'hui d'autre chose qu'une reconnaissance académique et des honneurs souvent extrêmement précieux de l'université. Il y a à l'égard de Bernanos une sympathie, une empathie, je presque envie de dire une fascination, qui dépasse absolument la connaissance de l'œuvre, qui est même d'ailleurs latérale et même étrangère parfois à la connaissance de l'œuvre, comme si le personnage avait légué comme un acteur, comme un homme politique, une sorte de charisme, de rayonnement individuel extrêmement intense. Alors à quoi est-il dû ? Je pense qu'il est dû, d'une part, bon, effectivement, le cinéma a joué sa part avec les chefs-d'œuvre de Bresson, les films récents de Piala. Donc ça a ancré la figure et l'univers de Bernanos dans une réalité culturelle et sociale récente. Mais il y a surtout cette espèce de sentiment qu'avec Bernanos, les choses se jouent telles quelles. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne trouve chez lui des déviations, de négociations, de mitigations, de copinage, de tractation. C'est l'homme qui a voulu vivre intégralement, pleinement et radicalement de sa naissance à sa mort, ce qui était pour lui l'essentiel, c'est-à-dire la vérité chrétienne. Alors, il y a différentes manières de la vivre. Quand on n'est pas soi-même un religieux, que ce soit un moine, un curé ou autre, il y a la manière claudélienne qui est une manière différente, bien évidemment, mauriacienne qui en est encore une autre. Julien Green a encore proposé un autre parcours. Chez Bernanos, il y a l'idée d'une conviction religieuse, d'une véritable volonté d'incarner à la seconde près, en permanence, ce qui est la réalité du message évangélique. Et d'être, en définitive, pas plus que ça. Ce que je dis dans mon introduction, d'être un simple chrétien. Le but de Bernanos n'a pas été autre chose que d'être un simple chrétien. Il dit un moment, mais vous savez, les meubles dont se servent les éminentissimes prélats d'aujourd'hui sont des meubles à secret, avec des doubles fonds, des triples fonds, des combinaisons. Moi, ce qu'il me faut, c'est les bons vieux meubles que Saint-Joseph réalisait pour les gens de Nazareth, c'est-à-dire une espèce de meuble robuste qui sert à tout le monde tout le temps. Et c'est un peu ça, Bernanos, c'est la volonté justement d'atteindre une sorte de vérité factuelle et brute et intense, comme ça, du message chrétien. Et je pense que ça, la manière dont il a traduit dans sa vie, c'est-à-dire de n'être l'homme d'aucun parti, d'aucune coterie, d'être, je reprends la formule, le plus en plus solitaire pour être de plus en plus solidaire, c'est-à-dire se garder intact et indemne de toute fréquentation mondaine, politique, urbaine, pour dire les mots, puisque ça l'a amené à s'écarter de plus en plus de la société française et même de la société tout court. Ça, je crois que ça crée véritablement une sorte de fascination, un peu comme on a une fascination pour certaines figures du monde chrétien. Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de Lisieux, ils sont des gens un peu consumés. Et c'est ça qui, à mon avis, plaît pour Bernanos. Et puis surtout, la manière dont il a envoyé, je dirais, valdinguer les comportements, les prévisions idéologiques. C'est-à-dire, effectivement, cet homme était monarchiste, il était catholique, il était antisémite jusqu'à un moment. Il y a une sorte de transmutation, on pourrait le dire, de son regard sur le monde juif. Et tout ça, ça l'a amené à des positions qui finissent par être totalement fascinantes. C'est au nom de la monarchie et au nom du catholicisme qu'il a été antifranquiste. C'était quand même le seul. C'est au nom de la monarchie et au nom du catholicisme qu'il s'est opposé à Vichy, à la collaboration, qu'il a été gaulliste et qu'après la guerre, il s'est de nouveau opposé aux communistes, aux démocrates chrétiens et aux gaullistes. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de manière extrêmement étonnante de vivre sa propre vérité qui reste comme un modèle. Je veux dire. Et je crois qu'il y a l'idée, bon, je ne sais pas la sainteté laïque, mais il y a quelque chose de cet ordre pour Bernanos. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine forme de mystère, mais qui a quand même des explications. Je crois que vous en donnez un certain nombre qui sont tout à fait convaincantes. Abordons à présent votre livre, peut-être avec une question toute simple. Pourquoi avoir entrepris cette biographie alors que l'on pouvait avoir l'impression d'assez bien connaître la vie et l'œuvre de Bernanos, dont les œuvres complètes sont éditées dans la Pléiade et ont même été rééditées dans une nouvelle édition, qui a fait l'objet de nombreuses études critiques, que vous citez d'ailleurs, qui a été au programme de l'agrégation de lettres modernes en 2009, je le rappelle pour les universitaires. Finalement, voilà,
Pourquoi ce projet, dont évidemment on ne peut que se féliciter, mais quelle a été l'impulsion? Je dirais il m'attendait au tournant presque, parce que moi je m'intéresse de manière pleine et entière à ce monde des écrivains. Alors, appelons-les les écrivains catholiques, comme ça au moins ça va régler la question. Depuis à peu près 1985. Pourquoi? Parce que après m'être intéressé de manière assez intense à la littérature fantastique, à certains francs-tireurs du surréalisme comme Georges Bataille, Antonin Artaud, à des écrivains de la Beat Generation, Burroughs, même Henry Miller, pour les précurseurs, Allen Ginsberg, Kerouac, un côté bernanosien. Après m'être intéressé aussi à la littérature mystique, essentiellement mystique espagnole, à Saint-Jean-de-la-Croix et Thérèse d'Avila, j'ai fini par arriver comme ça dans des espèces de progression qui était peut-être inéluctable dans ce monde de la littérature chrétienne, avec des gens comme Huysmans, comme Claudel, comme Blois. Je m'occupe également d'une collection aux éditions Jérôme Millon à Grenoble qui s'appelle Golgotha, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc à toute cette espèce de catholicisme post-révolutionnaire, qui est un catholicisme de combat, qui est un catholicisme frénétique, de convertis pour la plupart d'entre eux. Bernanos n'était pas un converti néanmoins, et qui est un catholicisme, je dirais, de barricade en permanence. Parce que j'y ai trouvé ce qui me semble la fonction même de la littérature, c'est-à-dire l'esprit de colère et l'esprit de riposte. Si la littérature n'est pas là pour dire son fait, riposter et entrer en contestation avec le monde, elle ne sert à rien. Ou alors, effectivement, elle peut être une littérature de divertissement, mais bon, est-ce la peine d'en parler? Donc voilà, et j'ai trouvé chez ces catholiques, qui étaient des personnages un peu singuliers, totalement marginaux, même si socialement, on ne peut pas dire que Claudel soit un marginal, et que Huysmans, qui était chef de service au ministère de l'Intérieur, il y a quand même plus marginal, quoique. J'ai trouvé chez ces figures, ça va de Barbey d'Aurevilly jusqu'à l'orientaliste, l'islamologue, pardon, Louis Massignon, en passant par Blois, par Huysmans, par Claudel, par Maritain, les gens qui incarnent, à mon avis, le mieux cet esprit de riposte et de contestation. Et en plus de ça, le livre s'appelle la colère et la grâce. Je pense que la colère est le sel de la littérature. S'il n'y a pas la colère, la littérature pourrit très vite. Et donc, ce sont les hommes de colère, et notamment les auteurs catholiques, qui font la vraie littérature. Bon, c'est ma vision. Mais c'est pour ça que je me suis, je ne dirais, pas enfermé, puisque Jules Verne est là. Quoique j'ai une vision de Jules Verne qui rejoint un peu celle de Bernanos et de Blois. Mais bon, c'est assez personnel. Mais voilà, je veux dire, c'est pour ça que j'ai fait affaire, si j'ose dire. Je me suis consacré à toute cette famille d'esprits et je continue d'y trouver aujourd'hui les meilleures réponses, puisqu'il y a le Bernanos des romans, mais le Bernanos des essais est aujourd'hui peut-être le plus actuel. On en parlera. Toujours sur la manière dont vous avez travaillé, question de méthode, peut-être parce qu'une biographie à 600 pages, 4-5 années d'écriture, d'après les dates qui sont données à la fin du livre, donc très très gros travail. Comment écrit-on une telle biographie? À partir de quelles sources? Avez-vous eu accès à des sources éventuellement nouvelles? Quels partis pris personnels ont orienté votre travail? Alors, moi j'ai une conception un peu à l'anglo-saxonne de la biographie, c'est-à-dire qu'elle doit prendre à bras-le-corps et à pleine main la totalité de la vie du personnage, avec le plus de minutie et d'exactitude possible, heure par heure, jour par jour, mois par mois. Après, en construisant une courbe de vie qui permet effectivement de penser l'intelligence d'une existence, c'est-à-dire que les points forts, les points de rupture, les points d'incandescence, les moments où il ne se passe rien. Donc il ne faut pas évidemment en faire en permanence, saturer en permanence la biographie d'événements considérables. C'est jamais le cas. Donc je suis parti de ça. Bernanos pose un cas de figure assez particulier. Il y a un fonds Bernanos à la Bibliothèque nationale qui est essentiellement composé de lettres qu'il a reçues à son retour du Brésil après 1945. Il y a des manuscrits de travail, mais qui ont tous été parfaitement exploités par la Pléiade. Bon, le travail est fait, donc c'est tout. La correspondance pose un très gros problème, puisque les 3 tomes dont nous disposons, parus chez Plon et aujourd'hui épuisés, ont été réalisés dans les années 70 par son fils, à l'époque survivant, Jean-Loup Bernanos. Mais c'est une édition qui est entièrement à refaire, puisque les lettres sont caviardées, on change des fois des noms parce que les gens étaient encore vivants, des parties sont manquantes, il y a peut-être certaines lettres qui n'ont pas été découvertes à l'époque. Donc celui-là, on a une correspondance assez lacunaire. Et puis,
on va le voir, la vie de Bernanos, c'est une vie de rupture par rapport à tout le milieu littéraire. Alors quand vous voyez Gilles Mauriac, je reprends les mêmes, un peu les gens de la NRF, dont on a des correspondances littéraires, mais énormes, qui durent 50 ans, avec des lettres qui font 10-20 pages, avec des narrations, et puis les journaux et tout ça, rien de cela avec Bernanos, qui n'aimait pas la correspondance, qui n'était pas du tout un épistolier, qui n'écrivait que pour demander de l'argent ou pour répondre à des lettres de gens qui lui semblaient sympathiques, ou éventuellement prévenir son éditeur qu'il avait une bonne idée, et que surtout qu'il ne s'inquiète pas qu'il travaillait. La correspondance de Bernanos n'est pas une correspondance où on se vautre dans l'institution littéraire et où on fait visiter une espèce d'impermanent de musée imaginaire. C'est une correspondance, c'est un peu des SOS, ce sont des textes urgents. Dans cette espèce de fuite en avant permanente qui a été la sienne, de vie offerte, la sienne et celle de sa famille, moi je considérais que Bernanos, là où l'homme était le plus lui-même, là où véritablement Bernanos était le plus Bernanos, c'est dans le moment de l'écriture, quel que soit le texte qu'il écrit. J'ai donc décidé de suivre de 1908 à 1948, pendant 40 ans, et autant que cela était possible avec les sources dont on dispose aujourd'hui, la totalité de ce qu'il avait publié. Et donc, je suis parti des premiers textes que le jeune Bernanos, Camelot du Roi, étudiant à la Cato de Paris et à la Sorbonne, publiait dans des petits mensuels monarchistes comme le Panache, des petites nouvelles historiques comme ça, où il se grisait d'évoquer l'ancienne France, la guerre en dentelle, l'héroïsme des cavaliers, la noblesse et tout, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au dialogue des Carmélites. C'est-à-dire de suivre vraiment la totalité de son parcours et de ne laisser filer aucun article, aucune lettre, de suivre véritablement ce parcours d'écriture du début à la fin. Et pour moi, c'est d'abord et avant tout la biographie d'un écrivain et la biographie de quelqu'un qui est chaque jour confronté d'abord économiquement à la nécessité d'écrire. C'est-à-dire, s'il n'écrit pas, il ne mange pas, et ses 6 enfants ne mangent pas, et personne ne mange. Donc, il y a la nécessité économique, et puis surtout, cette opération, je dirais, régulière de descente en soi-même, puisque l'écriture pour Bernanos, il l'a dit assez, si le bon Dieu m'a mis une plume en main, c'est pas pour rigoler avec, est une opération véritablement presque chamanique de descente en soi-même dans des profondeurs extrêmement inquiétantes, de prise de risque intérieure. Et ça aussi, c'est de retrouver l'histoire de cette espèce de grande dramaturgie littéraire vécue au quotidien de Bernanos. Donc, c'est d'abord et avant tout la biographie d'un écrivain, d'un homme qui conçoit l'écriture comme une réponse à un appel mystique, presque. Je suis un vocatus, je suis un appelé. Donc c'est la biographie de quelqu'un qui répond, et c'est une forme de prière, presque une forme d'oraison. Donc c'est ça qui m'a intéressé, de reconstituer le mieux possible pendant 40 années. Oui, c'est tout à fait impressionnant. On découvre énormément de textes peu connus. Enfin, il y a vraiment une très très grande précision, et en même temps, j'aime bien la notion de dramaturgie, parce que vous mettez vraiment ça en scène, hein, dans la continuité. Il écrivait dans les vie. cafés, Voilà, de manière comme n'importe qui. Les cafés, et quelqu'un qui écrit, il peut écrire une lettre à sa famille, il peut écrire à son percepteur, mais là, Bernanos, il écrivait le journal d'un curé de campagne. C'est pas mal. Pour entrer davantage peut-être dans votre livre et dans ce parcours justement extraordinaire de Bernanos, je propose de suivre quelques grandes étapes, hein, sans chercher l'exhaustivité, et peut-être n'irons-nous pas au bout d'ailleurs, hein, jusqu'au bout du chemin, parce que le temps nous est compté, mais j'aimerais bien quand même qu'on entre un peu dans cette vie, que vous nous restituez si fortement, et peut-être tout simplement déjà parler de l'enfance. Alors pas parce que l'enfance c'est au début, mais parce que chez Bernanos, on le sait, elle est loin de n'être qu'une période limitée de l'existence. Elle engage la vie entière, elle projette sa lumière sur toute l'œuvre, toute l'action de Bernanos, qui écrivait, la phrase est célèbre dans Les Grands Cimetières sous la Lune, hein, qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste fidèle à l'enfant que je fus. Quel fut donc cet enfant, en quelques mots, bien sûr, et en quoi Bernanos, surtout, lui est-il resté fidèle? Car il lui est resté fidèle, manifestement. Alors l'enfance, pour Bernanos, c'est beaucoup plus qu'une période heureuse dont on a sa vie durant la nostalgie.
de manière peut-être un peu proustienne. C'est quelque chose de totalement différent, au sens où Bernanos, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, que cet homme puissant, avec un regard bleu qui a marqué tous ses contemporains, ce motard et tout, était un homme fragile, qui avait une santé extrêmement fragile. Ça a commencé dès son enfance. Donc il a été d'une nécessité son père, qui était un homme qui avait fait fortune, qui était tapissier décorateur dans le quartier de la Madeleine, qui avait fait fortune en tapissant et en décorant les appartements et les châteaux de la gentry parisienne et de certaines ambassades, comme l'ambassade ottomane. Il paraît que l'ambassade ottomane a été décorée par le père de Bernanos. Donc, il y a un moment, cet homme qui avait fait fortune, entendons-nous, a décidé de quitter Paris et de prendre sa retraite et de se réfugier en province. Alors lui, il était lorrain d'origine, sa femme était berrichonne, mais bizarrement, ils sont allés s'installer dans l'Artois à Fressin. Fressin, qui est donc petite localité de l'Artois, qui se signale par rien de particulier. Il y a guère de pittoresque, les gens y sont assez pauvres. C'est la famille Seyer, les grands banquiers, dont on a aujourd'hui encore le nom reste parmi nous. La famille Seyer avait largement acheté les domaines autour, et puis il y avait un château à vendre qu'on appelait le Château Noir, Château Le Noir. Et donc, Émile Bernanos, avec le faste qui était celui d'un décorateur de la Belle Époque, transforme ce Château Le Noir en une espèce de palais, comme ça, surdécoré. Et là, Bernanos, qui n'avait jamais véritablement découvert autre chose que petit enfant, la ville de Paris, vous imaginez le Paris quand même de la Belle Époque, qui n'était pas forcément toujours riant, et voilà, découvre là quelque chose qui le transfigure. Et là, sa mère le dit, il se donne tellement que ça en est presque inquiétant. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de découverte par Bernanos dans ses années de la petite enfance à Fressin, de quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de l'Éden, du paradis perdu, c'est-à-dire d'une sorte de plénitude, de transfiguration, de béatitude, véritablement. C'est presque, l'enfant étant évidemment, il n'était pas question de parler à l'époque de mystique, de béatitude mystique, mais l'enfant vit avec une plénitude, une intensité qui est presque traumatisante. Je veux bien qu'on se comprenne. Vous voyez, c'est plus que du bonheur, c'est quelque chose qui est véritablement un idéal de vie. Et quand il revient à Paris, il retombe malade, d'ailleurs, c'est très clair. Enfin, il change complètement. Voilà. Et l'enfant Bernanos qui cavalcade, qui galope dans la campagne artésienne, restera toujours marqué par cette période, non pas sur le plan je vous dis, de petits souvenirs, d'une espèce de mémoire chérie comme ça que l'on caresse régulièrement, mais parce qu'il a éprouvé là une espèce de pureté, une pureté d'être, une pureté de sentir, d'agir, de percevoir le monde, qui restera pour lui une sorte d'idéal qu'il rapprochera de celui de la sainteté. C'est pour ça que quand il dit « je veux rester fidèle à l'enfant que j'étais », c'est-à-dire rester fidèle à l'âge justement de la guerre d'Espagne, à cette espèce de pureté d'être dans son rapport aux gens. À Fressin, il n'a pas vu que des enfants qui lui ressemblaient. Il a vu les fameux curés qui étaient les amis de sa famille, mais il a vu aussi des mendiants. Il a fréquenté un univers qu'il ne voyait pas à Paris. Il a fréquenté des paysans pauvres, des mendiants, des clochards, avec une sorte de sourire comme ça. Il les a approchés avec une espèce de sourire et de naturel, d'évidence, parce que la famille de Bernanos n'était pas une famille de bigots et de gens un peu de machines à génuflexion. C'était des gens qui avaient une liberté de pensée, une liberté de parole. Ces années-là ont été pour lui quelque chose d'absolument, c'est même au-delà du magique, c'est vraiment des années presque mystiques. Et donc il essaie toujours de conformer après sa vie, son expérience et surtout sa parole, parce que c'est de ça dont il est question, sa parole à cet enfant qu'il a été. Et d'ailleurs, d'où l'importance des enfants dans ses romans, que ce soit des adolescentes, les deux mouchettes, les enfants qui apparaissent dans Journal d'un curé de campagne et beaucoup moins dans Sous le soleil de Satan. Et puis surtout, il dira cette phrase, et je m'arrête, il dira « On connaît un pays par ses pauvres et ses enfants ». Et il ajoutera « Au Brésil, c'est souvent la même chose ». Alors il y a un moment de la vie de Bernanos qui nous paraît aujourd'hui très anachronique et peut-être peu recommandable. C'est son activisme politique dans les années 1900-1910. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, au service des Camelots du Roi, donc groupuscule monarchiste violent rattaché à l'Action française.
et dans lequel il s'est illustré par de nombreux coups d'éclat que vous racontez. Bien sûr, on peut mettre cela sur le compte des excès propres à la jeunesse estudiantine, mais est-ce que ça n'est pas en même temps révélateur d'un côté finalement profondément batailleur du personnage déjà, hein, qui passera évidemment plus tard par la plume plutôt que par la canne, mais dans le fond, même ce Bernanos-là, quelque part, il fait partie de la cohérence de Bernanos, il me semble. Oui, tout à fait. Donc la famille de Bernanos, c'est une famille, là aussi, je dis, de monarchistes, de catholiques et d'antisémites. Bernanos n'est pas un converti, au sens où tout ce dont les 3 dimensions du personnage que je viens de citer, ces dimensions-là, il en a hérité et il leur est resté fidèle. La 3e, on va voir comment. Donc, si vous voulez, il a reçu ça dès le berceau. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas eu le moment, je dirais, de révolte adolescente, parce que bon, il aurait pu changer de bord. Il aurait pu, s'il avait le goût de l'action, le goût de la foi, il aurait pu s'engager dans le sillon du côté de Marc Sangnier, qui était aussi dynamique et aussi, je dirais, pugnace. Non, il s'est engagé dans les Camelots du Roi, qui n'étaient pas encore créés, c'était en 1908. Il repère tout de suite l'Action française par sa véhémence et par la manière qu'elle a justement de donner une sorte de corps, d'intensité et surtout d'horizon révolutionnaire aux nationaux révolutionnaires, au monarchisme catholique, qui est tout à fait en rupture avec, je dirais, l'image orléaniste, bien pensante, conciliatrice, liée au milieu d'affaires, un peu somnolente que l'on avait jusqu'à présent en lien avec les différentes figures, les différents ducs de Guise et comtes de Paris. Et donc Bernanos trouve là, il le dit d'ailleurs dans une lettre à l'abbé Lagrange, que c'est son professeur de rhétorique, il dit « Ah, mais je les aime, ces fils de Gaulle qui n'ont peur de rien, regardez comme ça claque bien, c'est bon. » Et donc dès qu'il va étudier à Paris en 1908, l'Action française est créée en mars 1908, les Camelots du Roi en novembre, et Bernanos est un des premiers Camelots du Roi, et comme il disait, moi j'aimais le bruit. J'aimais le bruit, il aimait bien, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait en lui une espèce de véhémence, d'intensité, et puis de goût, je veux dire, de révolutionnaire, véritablement. Donc il s'engage à fond, et il est de tous les coups fourrés. Chaque fois que... C'est Nimier qui disait que du Panthéon, il avait surtout connu le commissariat. Et c'est la vérité. Chaque fois qu'on embarque au commissariat, Maurras, Daudet, Pujol, il y a Bernanos qui est embarqué avec. Alors, multiples affaires de scandales publics, je dirais, d'insultes aux tribunaux, de scandales pendant des décorations, bon, je ne vais pas les énumérer tous. Il fait même de la prison, à un âge quand même assez précoce. Il est arrêté, jugé et condamné par les tribunaux parisiens. Il se retrouve à la santé, visiblement avec la bénédiction de ses parents, puisqu'on n'a aucun témoignage que les parents... Je crois que d'ailleurs sa mère était plus ou moins correspondante de l'Action française à Fressin. Et donc il se retrouve en prison, mais avec les gens du bord opposé. C'est là où il découvre, peut-être... comme ça, un peu de manière brute de décoffrage, la dimension sociale, je dirais, qu'il connaissait pas vraiment comme étudiant. Donc, il se retrouve avec des anarchistes, avec des syndicalistes révolutionnaires, et à la fois, des fois, ils boivent ensemble, ils chantent ensemble, des fois, ils se battent. Bernanos manque d'être assommé gravement pendant... Voilà. Et c'est ces années de Camelot. Année qui s'arrête en 1914, après l'année donc il a passé à Rouen comme directeur de l'Avant-Garde de Normandie, qui était un journal, comment dirais-je, maurassien, qui était devenu maurassien, qu'il avait été chargé de réveiller un peu, qui somnolait. Chaque fois qu'il fallait réveiller, on envoyait Bernanos. Le grand éveilleur. Il avait même tenté d'ailleurs de participer à une conspiration pour le rétablissement de la monarchie au Portugal, qui est un truc totalement foireux, dans lequel il s'était évidemment engagé, parce qu'évidemment on allait s'amuser. Ça va être enfin le grand coup, parce que il y avait cette perspective maurassienne du grand coup. On n'était pas là pour regarder passer les trains, pour regarder passer les cortèges et les carrosses. On était là pour renverser la République. Et Bernanos s'attendait, les années passaient, le grand coup commençait à reculer. Bon. Et puis, après la Première Guerre mondiale, là, comme visiblement le grand coup n'aurait pas lieu, Bernanos s'écarte, là on peut dire, il y a une sorte il s'éloigne de l'Action française. Et on sent qu'après l'expérience de la Première Guerre mondiale, c'est tout à fait autre chose. Il se reviendra en 1926 quand le mouvement sera condamné, mais par solidarité. Mais on peut dire quand le maurassisme, le militantisme de terrain de Bernanos Camelot du Roi, c'est 1908-1914. Après, ça n'a plus rien à voir, c'est tout à fait autre chose. Alors justement, venons-en à la Grande Guerre, à cette expérience fondatrice pour Bernanos, comme pour beaucoup d'autres écrivains de sa génération. On pense à Blaise Cendrars, on pense à Giono, on pense à Céline et à d'autres. Mais d'une manière qui évidemment lui est propre.
lui-même a confié que Sous le soleil de Satan, donc son premier roman publié en 1926, était l'un des livres nés de la guerre, Ouais. c'est-à-dire donc de l'horreur absolue à laquelle ont été confrontés les combattants dans les tranchées, alors même que dans Sous le soleil de Satan, il n'est évidemment aucunement question de la Grande Guerre. C'est une question donc à la fois portant sur ce caractère fondateur de la Grande Guerre et sur l'articulation avec la suite et en particulier avec l'entrée dans l'écriture romanesque qui se joue finalement dans l'après 14-18. Absolument. Alors là, la guerre est le moment de rupture, de mutation totale de Bernanos. Quand la guerre démarre, il attend. Bon, je disais qu'il était de petite santé, contrairement à ce qu'on peut penser. Effectivement, il fait un début de service militaire à Évreux au 6e Dragon. Ça dure 15 jours. Il attrape une pneumonie, c'est réglé. Le Dragon Bernanos, 15 jours. Donc quand la guerre se déclenche, août 14, eh bien, il est de nouveau candidat pour... il se présente à la commission de réforme et au départ, il n'a rien. C'est-à-dire qu'on continue, au vu de son dossier médical, à le laisser quand même un peu de côté. Il finira par intégrer le 6e Dragon. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, il y a le goût du dragon, le côté équestre, le côté la charge un peu à l'ancienne, c'est un peu la guerre à l'ancienne. Et en même temps, ce milieu de la, comment dirais-je, de la cavalerie, ce milieu est un milieu un petit peu vieille France. C'est là où se trouvent peut-être les derniers aristocrates et là où Bernanos est à peu près assuré de trouver une guerre comme il en a l'idée. Et grosso modo, très rapidement, on sait que bon, la guerre à cheval va tourner court. Les tranchées, ça va être la guerre des tranchées, la guerre de l'artillerie, la guerre de l'assaut et la guerre des baïonnettes. Et donc Bernanos va faire un conflit total, c'est-à-dire de 1914, il sera démobilisé en juillet 1919 et il passera quand même énormément de temps alors, dans des positions très étranges, dans un régiment qui est exposé, qui est après mis à l'arrière et tout, enfin assez singulier donc pendant cette Première Guerre mondiale. Il n'a pas fait la guerre de Junger, la guerre de Genevois, la guerre de Hellifort ou la guerre de Duhamel. Ce n'est pas quelqu'un qui a soigné et opéré des blessés sous les bombardements ou chargé à la baïonnette les décors et les croix de guerre. Il a eu quelques opérations de reconnaissance assez héroïques. Il aurait manqué effectivement de disparaître parce qu'il a vécu quand même plusieurs années dans les tranchées, exposé un peu à l'arrière de l'avant, comme on dit. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il en a vu suffisamment, il en a vécu suffisamment, avec cette espèce de capacité presque visionnaire et prophétique non seulement de vivre l'événement et tout de suite d'en tirer la leçon. Il a tout de suite vu que là se jouait quelque chose qui était un moment de rupture. Il le dit dans une lettre de l'histoire du monde. Là, il dit le monde est en train de changer, quelque chose se passe. C'est l'époque où il découvre Léon Bloy, c'est-à-dire qu'il accède à une vision à la fois, je dirais, prophétique et politique des choses. C'est-à-dire on est dans une espèce de double vision historique, politique et prophétique, dont il sortira totalement métamorphosé en 1919. Et là, en 1919, les choses sont très importantes puisque c'est quelqu'un qui a toujours refusé, mais de manière viscérale, ce qu'on appelait la culture poilue, le discours de la propagande, tout le folklore de l'avant, créé par l'arrière, qu'il ignorait. Il y a chez Bernanos une volonté absolument déterminée de sauver l'héritage de la guerre, l'héritage du combattant, c'est-à-dire de l'arracher à ce... Il n'y a qu'à voir le film de Tavernier, La vie et rien d'autre, voilà. L'horreur pour Bernanos, c'est cet univers de La vie et rien d'autre. C'est-à-dire l'univers des débitants en monument aux morts, c'est-à-dire cette espèce de défilé permanent des hommes politiques qui viennent tirer la moustache, comme Napoléon tirait l'oreille, des combattants, l'univers des décorations, la comédie du soldat inconnu. Ça, c'est la haine et l'exécration immédiate, mais dès 18-19 de Bernanos. Et surtout, à l'avant-plan, le rapport que la langue française, c'est de la langue française dont il s'agit pour lui, puisqu'il déclare tout de suite après la guerre qu'il est là pour écrire, qu'il est vocatus, qu'il est appelé, qu'il a été appelé pour témoigner par l'écriture. Il considère que l'écriture, le langage est un don de Dieu et qu'en aucun cas, ce langage ne doit être souillé, profané, défiguré. Il considère que le français, en 1919, a été totalement prostitué par la propagande officielle et par, je dirais, la mornifle linguistique, la fausse monnaie linguistique qui a circulé pendant toutes ces années. Sous le soleil de Satan, c'est pas évident quand on le lit, qui a mis 7 ans à s'écrire, est une volonté de racheter le français, de rendre au mot essentiel pour lui de la langue française, c'est-à-dire douleur, courage, sacrifice, tous ces mots qui ont été avilis par la guerre, de leur rendre une intensité en racontant la vie
d'un prêtre voué à la sainteté. Et voilà. Je fais le parallèle dans mon livre. Vous savez, la phrase célèbre dans Prisme de Adorno qui dit qu'écrire de la poésie après Auschwitz, c'est une infamie. La question que se pose Bernanos en 1919, c'est comment peut-on oser et comment peut-on, tout court, faire de la littérature après Verdun ? Comment peut-on écrire des romans après Verdun ? Alors évidemment, il y en a qui sont là pour en écrire. Dorgelès, Barbus. Mais la question de Bernanos se maintient. On peut raconter la guerre qu'on a vécue, la guerre que les autres ont vécue. On peut l'imaginer, on peut témoigner, on peut tout faire. Mais Bernanos dit, mais dans quel état se trouve le langage après Verdun ? Il y a cette interrogation, qu'est-ce que la guerre a fait à la langue ? C'est ça. Et donc après, lui tente de répondre. Alors, se poser la question du langage, c'est vraiment une grande question d'écrivain. C'est là qu'on voit que Bernanos est de toute façon, que ce soit dans ses romans ou dans ses essais, avant tout un écrivain. François Angelier, auteur de l'ouvrage Georges Bernanos, La colère et la grâce, aux éditions du Seuil, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 12 octobre 2021, animée par Jean-Yves Lorichès. Alors on ne va pas pouvoir, bien sûr, passer en revue tous les romans de Bernanos qui vont suivre, L'imposture, La joie, Le journal d'un curé de campagne et bien d'autres. Mais finalement, parler un petit peu plus quand même de ce Bernanos romancier. Alors, romancier qui ne se veut pas romancier de métier, qui se veut encore moins homme de lettres, qui a d'ailleurs publié un petit nombre de romans par rapport à des contemporains comme Mauriac ou comme Giono. On sait aussi, vous le rappeliez tout à l'heure, qu'il écrivait par prédilection dans les cafés, ce qui est peut-être significatif aussi, pour être au plus près de l'humanité ordinaire, ne pas être justement l'écrivain dans son cabinet de travail. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait un peu, globalement, à partir de son œuvre littéraire, définir ce rapport de Bernanos à l'écriture ? Alors, vous en avez déjà donné des éléments, cette idée de rédimer en quelque sorte le langage, avili par la propagande, par la commémoration, etc. En quoi son rapport à l'écriture est à la fois profondément littéraire, quand même, parce que c'est vraiment un rapport d'écrivain, et en même temps profondément spirituel aussi, sans que pour autant Bernanos soit, ou se veuille, un romancier catholique, puisque c'est une expression qu'il n'aimait pas et qu'il rejetait aussi. Donc, comment est-ce que vous pourriez, c'est complexe, mais synthétiser un peu ce rapport de Bernanos au roman et à l'écriture romanesque ? Alors, son rapport au roman vient d'une expérience. Alors, je parlais des expériences de l'enfance. Donc il y a la campagne artésienne autour de Fressin, et il y a deux lectures, celle de Balzac et celle de Drummond. La lecture de Balzac est absolument déterminante, puisqu'à l'âge où on lit Bibi Fricotin, Jules Verne, Boussenard, les romanciers populaires, ou cette littérature qu'éditait Hetzel ou Hachette, littérature pour enfants ou pour adolescents, à l'époque où les petits Français lisent ce type de littérature, que je ne juge pas, loin de là, Bernanos lit Balzac. C'est-à-dire qu'il avait piqué la clé de la bibliothèque paternelle, le père était balzacien, et il a lu d'une traite toute la comédie humaine à un âge extrêmement précoce. Et là aussi, deuxième traumatisme, si j'ose dire, deuxième découverte de l'Amérique, quelque chose d'absolument fabuleux. La littérature, la société, le monde tel qu'il peut être recréé et réincarné par la littérature. Avec surtout cette capacité qu'a le romancier de descendre dans les profondeurs de la société, de mener des investigations dans les recoins les plus secrets des psychés, du cœur et des âmes, sonder les reins et les cœurs. C'est ça qui a fasciné Bernanos dans Balzac. Donc il y a cela, il y a éminemment Dostoïevski, il y a Conrad, parce que Robert Valéry Rado, son ami d'après-guerre, raconte qu'il était un lecteur de Conrad. Donc il y a tout ce rapport extrêmement puissant avec, je dirais, la littérature comme lampe tempête. La littérature, c'est la lampe tempête qu'on balade dans les catacombes de l'humanité pour essayer d'arriver à attraper comme ça des figures fugaces de fantômes, des spectres, faire advenir un peu soit les figures de sainteté, soit les figures justement de diabolique. Il y a toujours cette idée que la littérature n'est pas là pour distraire, elle est là pour révéler, elle est là pour débusquer. Ça, c'est le côté
enfant des bois. Elle est là pour débusquer. C'est pratiquement une opération chamanique ou une opération, je dirais, de presque spirit. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Et donc, toute sa littérature vient de là. Les personnages qu'il a conçus, il les a attendus dans la nuit. C'est pour ça, il allait dans les bistrots, il s'isolait. Il était entouré d'une rumeur et ce qui lui permettait de recréer son propre silence. Il crée une espèce de bulle de silence dans laquelle il s'immergeait. Et à partir de là, il descendait dans une nuit intime. Et à l'intérieur de cette nuit intime, il attendait. Il attendait, et les personnages commençaient à sortir de l'ombre, à sortir de la nuit, à lui faire des signes, à se manifester. Des fois, il lui sautait à la figure, comme le curé du journal, le curé de campagne, qui lui a été donné. Il était brusquement, il a eu une espèce de révélation. C'est un roman écrit en presque un an, de manière carrée. Alors là, une révélation. Mais sinon, la plupart du temps, tous les personnages de Bernanos, comme ça, c'est des accouchements très longs, très laborieux. Il disait « Je ne crois qu'à ce qui me coûte ». Et tous les personnages qu'il a mis en scène, depuis l'abbé Donissant jusqu'à Monsieur Wynne, sont des personnages qui lui ont coûté énormément, qui lui ont coûté des heures d'attente, des heures justement de patience et de souffrance. Parce que pour Bernanos, l'écriture est la souffrance, c'est-à-dire c'est une passion, avec un P majuscule. Il a un rapport à l'écriture qui est un rapport, je dirais, à la fois visionnaire, mystique et ascétique. L'expérience de l'écriture n'est pas une expérience, je dirais, du brio brillant de tous ces romanciers des années 20 ou des années 30 qui débitaient à la pression. Bernanos, c'est très très lent, c'est très difficile, c'est pour ça qu'il a peu écrit. Mais après, une fois quand le personnage est là, quand le personnage a émergé de la nuit et s'est imposé, il ne part plus. Et il parlait toujours de ses personnages comme il parlait de ses enfants. Enfin, c'est traditionnel en littérature, vous me direz. Presque comme Balzac qui appelait au moment de son agonie son médecin, le médecin de la comédie humaine. Ben, c'est un peu pareil pour Bernanos. Il attendait qu'on lui parle, quasiment. Vous savez, c'est Michel-Ange, c'était devant son Moïse, qui se met à genoux et qui dit « mais parle-moi ». Ben, c'est un peu pareil. De Bernanos, des personnages comme ça, ils attendent qu'ils viennent à lui. Il y a une puissance d'incarnation de personnages quand même extraordinaire et qui effectivement va au-delà, disons, du jeu romanesque traditionnel. Alors, bien sûr, Bernanos a été aussi un remarquable essayiste et polémiste. On en a déjà un petit peu parlé, dans la veine de son maître Léon Bloy. Alors, votre biographie contextualise de manière vraiment passionnante tous ces textes étroitement liés à l'histoire en marche et en même temps dictés par des convictions supérieures. C'est-à-dire qu'on est toujours avec Bernanos entre un rapport à l'actualité et en même temps une vision de l'actualité qui est une vision à partir d'un point de vue supérieur. Donc, alors, il y a de nombreux textes publiés dans des revues diverses, dans des journaux, des textes repris dans des volumes. Il y a deux essais majeurs, très, très différents, qui paraissent dans les années 30. La Grande Peur des Bien-Pensants en 1931, Les Grands Cimetières sous la Lune, 1938. Alors, je cite évidemment ces deux-là parce que ce sont les plus connus. Et puis parce que aussi, c'est peut-être pour la réception d'aujourd'hui dont on parlait au début, ce sont les deux plus différents, les deux plus opposés. Pour un lecteur d'aujourd'hui, le premier qui est en partie une apologie d'Édouard Drummond, donc grand théoricien de l'antisémitisme, auteur de La France juive, ne peut que poser lourdement question. Le second, qui est une condamnation violente, vous le rappeliez, de la collusion entre l'Église catholique espagnole et le franquisme pendant la guerre d'Espagne, est sans doute le livre qui, aux yeux de nombreux lecteurs d'aujourd'hui, efface en quelque sorte le premier et sauve l'image de Bernanos, vous en parliez au début. Alors tout ça est évidemment très schématique, et cette opposition n'est probablement qu'un point de vue contemporain, parce que ces deux livres sont écrits par le même homme, et sans qu'il y ait de sa part vraiment de reniement, même s'il y a pu y avoir une évolution, vous le disiez tout à l'heure, et vous nous en parlerez par rapport à l'antisémitisme. Alors, est-ce que vous pourriez nous aider à mieux comprendre finalement la cohérence de la pensée à la fois politique, morale et religieuse, parce que tout est imbriqué chez Bernanos. Grosse question aussi. Alors, donc Bernanos n'est pas un cube de verre transparent que l'on peut faire scintiller quand on observe les formes impeccables, géométriques. Voilà. C'est quelqu'un, d'ailleurs, comme tous les romanciers dont j'ai cité les noms au début, qui ne sont réductibles à aucune grille idéologique, à aucun modèle, je dirais, dogmatique et religieux, qui sont des personnages qui échappent complètement à tout formatage et à tout endoctrinement. Je veux dire, c'est des gens qui se sont allés un peu à l'école d'eux-mêmes sur toutes ces questions-là. Alors, parlons de l'antisémitisme parce que c'est effectivement un problème important. J'ai dit que Bernanos n'était pas un converti, à la différence de tous les autres. C'est la vérité, c'est un héritier et c'est un homme fidèle qui n'a jamais remis en question l'héritage qu'il a reçu de sa famille.
Et il faut savoir une chose, c'est qu'à l'âge de 8 ans, tous les matins, à l'heure du petit déjeuner, son père, Émile Bernanos, lui lisait, lui commentait à haute voix la libre parole d'Édouard Drummond. Et ce, pendant des années. Donc, si vous voulez, l'antisémitisme... Le journal, c'est ça. Ce qui était la Libre Parole, qui était le quotidien antisémite créé par Édouard Drummond, je crois en 1892, donc, dont Bernanos a reçu tous les matins, pendant des années, lecture, analyse, exégèse par son père. Donc déjà, il y a la voix du père, il y a la présence du père, il y a l'imprégnation extrêmement précoce. Il aurait pu aussi bien être, ce soit des journaux anarchistes ou les journaux catholiques comme l'Univers. Bon, c'était... la libre parole. Donc déjà, il y a cette imprégnation au biberon, comme ça on peut le dire, de l'antisémitisme. Ce qui l'a amené, de même que la lecture de Balzac, le modèle paternel, à 13 ans, à lire La Frange juive. Donc ça fait beaucoup. Quand à 13 ans, tous les matins, vous avez la libre parole plus la lecture de La Frange juive, c'est quand même une imprégnation extrêmement forte. C'est un bagage idéologique, des convictions politiques qu'il n'a pas remis en question au moment, évidemment, de son engagement contre Camelot du Roi en 1908-1913, et puis même après, auprès de l'Action française, puisque l'antisémitisme était une des pierres d'angle de la doctrine maurassienne, les 4 tribus confédérées, les métèques, les protestants, les juifs et les francs-maçons. Donc Bernanos continuait de vivre dans ce monde-là. Après la Première Guerre mondiale, on observe quand même une chose, et ce, dans toute son œuvre de fiction, on observe qu'à aucun moment, alors que tous les autres romanciers de l'époque se sacrifiaient un peu à un moment ou à un autre à ce genre de fantaisie, à aucun moment Bernanos ne fait part à l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'œuvre de fiction de Bernanos est totalement indemne de toute notation et de tout personnage antisémite, enfin lié à l'antisémitisme. C'est à noter. Et puis, je pense qu'à partir des années 30, les choses commencent à bouger. Effectivement, en 1930, son père vient de mourir. Ne jamais oublier cette figure du père quand on parle de Drummond. Bernanos se lance dans une sorte d'exercice assez singulier, qui n'est même pas une réhabilitation, ni même une apologie, qui est une sorte d'évocation, là aussi presque de ressuscitation, je ne sais pas comment dire, de résurrection de la figure d'Édouard Drummond. Il faut dire qu'en 1930, on n'est pas encore à l'époque du Front populaire, Drummond est oublié. Drummond disparaît au moment de la Première Guerre mondiale. Après l'affaire Dreyfus, son étoile, si j'ose dire, son étoile noire pâlit. Et donc Drummond, en 1930, est totalement oublié. C'est Drummond, ah bah oui, c'est ce théoricien de la Belle Époque, c'est le fondateur de l'antisémitisme, c'est une autre époque. Et Bernanos, là, ressuscite un Drummond, qui est un Drummond extrêmement singulier, puisque le livre contient, je dirais, assez peu de notations et de réflexions sur l'antisémitisme. C'est un livre qui est essentiellement consacré à Drummond, critique et analyste virulent de la Troisième République. Ce qui intéresse Bernanos dans La Grande Peur des Bien-Pensants, c'est toute cette espèce d'histoire de la Troisième République, qui est la République, la démocratie parlementaire tenue en main par la bourgeoisie, évidemment capitaliste, judéo-maçonnique, bien évidemment, mais c'est surtout cette espèce d'analyse des grandes crises de la République, que ce soit Panama, l'affaire Dreyfus et tout ça, la chute du Second Empire. Donc on voit très bien que l'intérêt que Bernanos porte à Drummond n'est pas tellement la question de l'antisémitisme, c'est bien au contraire quelque chose qui relève d'une critique extrêmement virulente de la société bourgeoise conservatrice. C'est très difficile de faire l'écart, mais il suffit de lire le texte, on voit bien les choses. De même que Les Grands Cimetières sous la Lune, la guerre d'Espagne ne compte que pour un tiers. Mais c'est un tiers important, mais voilà. C'est important, et à la fin donc, de La Grande Peur des Bien-Pensants, on a l'impression que la pensée de Bernanos évolue, car brusquement, on passe de cette espèce d'évocation d'un Drummond critique et incendiaire de la Troisième République à un Drummond qui serait plus ou moins le préfigurateur d'une vision presque future. Parce que la fin de La Grande Peur des Bien-Pensants, c'est la vision de la cité future, c'est-à-dire de métropolis. Brusquement, la pensée de Bernanos pivote. On n'est plus dans une critique du passé, on est dans une espèce de préfiguration un peu effrayante du futur. Donc ça, c'est important. Et après, je dirais, le Bernanos des années 30 devient encore plus provocateur sur ces questions-là, puisqu'il écrit notamment dans le journal d'Emmanuel Berne, Marianne.
Et en même temps, il répond à la libre parole qui avait été refondée par un autre grand. Alors lui qui est un personnage qui a fait de l'antisémitisme sa vie, c'était Henri Coston. Donc Bernanos se trouve dans une position totalement incompréhensible pour nous, c'est-à-dire on ne comprend pas très bien où il en est. Alors est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il ne l'est pas? Il faut, à mon avis, essayer de le suivre sans essayer de lui demander une sorte de logique et de réflexion, je dirais, totalement clarifiée. On est dans un monde de passion, dans un monde d'une espèce de grande chambre d'écho où les choses se répondent, à une espèce de champ de bataille intérieur et idéologique auquel le personnage est quand même, je dirais, ne maîtrise pas non plus les tenants et les aboutissants. Et après, quand on va arriver à cette époque qui sera celle de la guerre d'Espagne et de Vichy, là, Bernanos, évidemment, témoignera de l'impossible antisémitisme. Il tiendra toujours des propos au Brésil par moments dans certains articles assez délirants sur les Juifs, sur Hitler. Enfin bon. Mais je veux dire, pour lui, l'antisémitisme deviendra quelque chose de totalement impossible et totalement absurde et aberrant, puisque notamment il aura beaucoup d'amis juifs exilés au Brésil, parmi les gaullistes. Et son dernier texte, qui est très étrange, puisqu'il commence en évoquant Drummond, qui s'appelle « L'honneur et ce qui nous rapproche », qui est un texte sur les martyrs du ghetto de Varsovie. Et donc là, on voit très bien que Bernanos veut rester fidèle à sa jeunesse, fidèle à son père, fidèle à Drummond, fidèle à toute cette critique drummontienne de la République conservatrice, de la République des notables. Et en même temps, il est totalement pétri d'admiration et d'amour pour les martyrs du ghetto de Varsovie. Donc il cherche une sorte de conciliation impossible, de chant possible, comme ça, la communion des saints, je ne sais pas, entre les deux. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui ont été à ce point marqués et imprégné par toute cette période qui va de la Troisième République d'avant la Première Guerre mondiale, qui ont tellement joué cette période, s'en déprendre est quelque chose de quasiment impossible. Donc on a affaire avec Bernanos à une situation qui est assez unique. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment lire ces textes pour essayer de comprendre ça. Et donc il y a l'autre grand essai, il y a cette expérience quand même très, très forte, ce dévoilement du réel à Majorque, dans son séjour à Majorque, où là, tout d'un coup, alors qu'il était au départ, a priori, plutôt sympathisant de la Phalange, dans laquelle s'était engagé d'ailleurs son fils, a priori ses valeurs allaient plutôt de ce côté, et puis là, il voit non seulement la violence extrême, arbitraire des milices qui tuent, et puis la collusion de l'Église, il y a des passages terribles, donc des grands cimetières sous la lune, où il évoque ces prêtres qui, dans les cimetières, les pieds dans le sang, alternent les bénédictions avec les rafales de mitraillettes. Donc là, il se passe quelque chose aussi. Alors là, c'est par rapport à l'antisémitisme, par rapport à la question de l'Église catholique et à la grande liberté qu'il manifeste et qu'on ne peut encore qu'admirer aujourd'hui par rapport à cette institution qu'il révérait pourtant en principe. Oui, alors là, effectivement, je dirais, c'est le plus grand coup d'éclat de Bernanos au fil d'une vie qui en a compté de nombreux. Pourquoi il était à Majorque? Tout simplement, c'était tout simple, il n'avait plus un sou. Ses biens avaient été saisis. Il n'arrivait plus à écrire de romans, à boucler les romans qu'il avait en cours pour Plomb. Donc la seule solution qu'il a faite, c'est de déménager à la Cloche de Bois. C'est tout simple. Comme il l'a fait souvent dans sa vie. Quand même. Oui, mais là spécifiquement, donc de la famille Bernanos, quand même près de 5 ou 6 personnes, s'est retrouvé à Majorque, lui avec ses manuscrits sous le bras, quasiment pas de linge, sa moto qui ne pouvait pas sortir de la douane, quasiment pas d'argent. Et les biens de Bernanos, d'ailleurs, qui avaient été saisis, seront vendus par le propriétaire de la maison qu'il louait et qui attendait toujours le versement du terme. Bon. Donc il s'installe à Majorque, il aurait pu aller ailleurs. Ce n'est pas du tout une espèce de choix comme ça, artistique, particulier pour l'Espagne. Bon, il avait toujours du goût de descendre vers le sud. Il avait une fascination pour l'Espagne parce que Bernanos est un nom d'origine espagnole, donc il chérissait beaucoup ses racines espagnoles. Donc il se retrouve à Majorque. Et là, Majorque, il commence à travailler très difficilement parce qu'avec Plomb, il était payé à la page. Il se retrouve un moment avec 4 romans en même temps, que ce soit Journal d'un curé de campagne, Un crime, Un mauvais rêve, et puis Monsieur Wynne. Période difficile, de grande souffrance, de souffrance familiale. En plus, en 1933, il est devenu invalide à vie avec son accident de moto. Donc là, c'est vraiment une période extrêmement difficile qu'éclaire à un moment, en 1935-1936, la révélation et l'écriture de Journal d'un curé de campagne et la parution de ce livre qui a tout de suite un succès international. Donc, une période
très difficile dans la vie de Bernanos. Et puis arrive, justement, il continuait de s'intéresser à la vie politique française, bien sûr, et puis la vie internationale, européenne, et surtout à la politique espagnole. Et donc, juillet 1936, pronunciamento, révolte des militaires espagnols, rapidement sous la direction du général Franco. Et là, Bernanos, au départ, trouve ça très bien. Bernanos, son fils militaire à la Phalange, lui qui ne pouvait plus faire la guerre puisqu'il était grand handicapé avec ses 2 cannes, il faisait toujours de la moto, parce qu'avec l'argent du curé de campagne, il avait réussi à retirer sa moto de la douane, et donc il faisait de la moto, mais bon, Bernanos au départ trouve que cette révolution, ça peut être intéressant. Il dit, mais moi qui ai attendu pendant tant d'années le grand coup des Maurassiens, qui n'ai jamais rien vu venir, là, tiens, il y a des militaires qui ont l'air d'avoir un peu de dynamisme, ça peut être marrant. Donc je reste à Majorque, parce que tout le monde est allé en rang serré, que ce soit les Français, que ce soit les Francis de Miomande, Robert Graves, tous ceux qui étaient à Majorque pour faire de la villégiature littéraire. Alors là, ils s'en vont par les bateaux militaires ou par Air France. Bernard dit, non, moi je reste, ça devient intéressant. Et là, au départ, effectivement, son fils milite dans la Phalange, donc il suit les choses. On peut même dire qu'il a un petit peu, il y a des témoignages qu'il a un petit peu participé, il a stocké des armes, enfin bon. Et il était ami avec Juliette d'Harcourt, qui était mariée avec le responsable de la Phalange locale. Donc Bernanos n'était pas du tout au départ totalement loin, étranger et en refus, tout ça. Ça l'intéresse et il voit quelque chose qui mérite d'être scruté et voire d'y participer. Et puis très rapidement, comme souvent avec lui, les signaux passent au rouge. C'est-à-dire que ce qu'il attendait d'une sorte de révolution sociale à dominante monarchiste devient en définitive l'instauration policière de la terreur fasciste. Son fils d'ailleurs quitte assez vite la Phalange parce qu'il a vu assassiner des vieillards. Bernanos commence à trouver véritablement que les choses ne sont plus drôles du tout. Et notamment avec l'arrivée à Majorque d'un notable fasciste, un avocat de Bologne, surnommé le Comte Rossi, le Comte Roux, parce que les militaires espagnols avaient évidemment, s'étaient entendus bien évidemment avec les mussoliniens, avec le pouvoir fasciste pour, grosso modo, essayer de répartir un peu le travail. Donc comme les républicains échouent à reprendre l'île, s'instaure dans l'île une terreur, véritablement la terreur fasciste. Et c'est ça que va voir Bernanos. C'est-à-dire que la guerre d'Espagne que va subir, à laquelle va assister comme témoin au premier plan, au tout premier plan Bernanos, c'est pas Malraux et l'Espoir, c'est pas Orwell et Hommage à la Catalogne, c'est pas Pour qui sonne le glas, c'est pas tout ça, qui sont encore des conflits, alors des conflits atroces, avec les bombardements de populations civiles, les exécutions sommaires, les charniers, mais qui sont des guerres d'affrontement avec des fronts qui avancent et qui reculent, des villes qui sont prises, reprises et tout ça. Bernanos, pas du tout, c'est les escadrons de la mort. Je veux dire, c'est les modèles de ce qu'on verra plus tard en Argentine, au Chili et en Amérique du Sud. C'est-à-dire les listes de personnes douteuses, les listes de suspects qui sont comme ça dressés dans les communes, les petites communes, et puis qui la nuit, les gens sont sortis de chez eux, sont assassinés à coups de pied, à coups de bouteille, à coups de revolver, au contraire sont raflés, montés dans des camions, emmenés dans des cimetières, mitraillés, on arrose les corps d'essence, et puis le fossoyeur le lendemain matin n'aura qu'à finir le travail. C'est ça que voit Bernanos. Et quand il lit dans la presse française ou la presse internationale que le général Franco, qui est le nouvel Saint-Michel-Archange, qui dresse l'étendard de l'Occident chrétien contre la barbarie rouge, Bernanos dit, attendez, de qui on parle là? C'est la trahison de l'idée de croisade, une vision de la croisade assez mystique et assez évangélique, trahison de l'idée de croisade, trahison de l'idéal chrétien et l'idéal évangélique, et surtout comportement absolument hallucinant de la hiérarchie catholique, qui n'est plus là pour justement s'interposer ou se sacrifier, mais pour bénir les canons, éventuellement bénir les prisonniers avant la mitraille, et puis surtout enterrer les cadavres. Puis justement, comme vous disiez, patauger dans le sang, et bon, voilà. Donc ça, Bernanos là considère... ça manquait de lui coûter très cher, puisqu'il a été victime de 2 tentatives d'assassinat quand il était à moto. Une par un camion, je crois qu'ils ont tenté de le faire bon, et l'autre l'a mitraillé par un avion. Donc Bernanos devient très rapidement un homme douteux. D'ailleurs, les textes qu'il envoie à l'époque à Sète, la revue des Dominicains, qui sont des textes, ils ne sont absolument pas des textes, je dirais, conciliants et qui vont dans le sens de tout le franquisme français. Toute la droite avec laquelle Bernanos a été en lien à une époque, l'Action française,
je dirais, l'extrême droite fasciste, que ce soit Je suis partout, tout ça, Massis, Maurras et tout ça, évidemment, sont tous passés du côté du franquisme. Et Bernanos se retrouve tout seul avec ses béquilles, ses enfants, sa plume, pour faire face et pour dire des choses qui, alors là, on a une rupture. Déjà, Drummond trouvait que c'était un peu curieux. On trouvait que c'était formidable de dire du bien de Drummond, mais enfin, quand même, les conclusions qu'il en tirait. Mais alors, le grand cimetière sous la Lune, ça devient quelque chose de. Il est totalement ostracisé, exécré par la droite dans son ensemble. Alors, par contre, il est accueilli, il est salué par la gauche communiste et normalement, bien évidemment, anarchiste. Mais ce qu'il faut savoir, surtout ne pas perdre de vue, c'est que la guerre d'Espagne, ça n'est pas le chemin de Damas de Bernanos. Bernanos n'a pas eu la révélation que la droite c'est mal, la gauche c'est bien, et que vive la République. Pas du tout. Il a gardé très exactement les mêmes convictions politiques, et c'est au nom de ces convictions politiques monarcho-catholiques qu'il a condamné Franco, ce que je disais au départ. C'est ça qui fait l'intérêt de Bernanos. Sa condamnation, elle vient de là. De même qu'après, c'est pour les mêmes convictions qu'il dira que il préfère être fouetté par le rabbin d'Alger plutôt que de faire du mal à une mère et un enfant juif. C'est ça qu'il faut bien voir. Bernanos n'est pas un converti. On peut dire qu'il a eu un immense courage et surtout une immense honnêteté intellectuelle et lucidité d'assumer ce choix face parce que ça le coupait à ceux qui étaient ses amis politiques. Brûler ses vaisseaux. C'était plus ses amis politiques depuis 1900. Il avait été. Une rupture franche et massive avec l'Action française en 1932 et puis en 1938 avec les grands cimetières sur la Lune. Alors là, c'est la fin. Terminé. Nous arrivons un peu vers la fin de la vie de Bernanos et de cet entretien, mais le chapitre le plus long de votre livre est celui que vous consacrez à son séjour au Brésil, dont il faut tout de même parler, 1938-1945, 7 années. C'est une période en effet fascinante, à la fois par la passion que Bernanos se découvre pour ce pays lointain, et par le souci permanent qu'il a, dans cette période évidemment particulièrement importante historiquement, des événements tragiques qui se déroulent en Europe et sur lesquels il publie de nombreux textes de combat. Est-ce que vous pouvez donc nous dire quelques mots de ce singulier exil de Bernanos, qui, comme toujours chez lui, se révèle finalement particulièrement complexe ? Alors oui, là on est dans le romanesque le plus complet. Bernanos quitte l'île de Majorque où il aurait été vraisemblablement assassiné. D'ailleurs, j'ai découvert dans l'histoire de la guerre d'Espagne de Hugues Thomas, qui est disponible en bouquin Lafon, une note à propos de Majorque et un témoignage qui a été transmis à l'auteur, qu'à un moment, les dirigeants phalangistes se sont posé la question, Bernanos, qu'est-ce qu'on en fait? On le tue ou pas? Vous verrez, je le cite dans mon bouquin. Donc, on peut dire, déjà, si au départ, les choses étaient à la fin, je ne pense pas qu'il aurait pu survivre longtemps. Idem dans la France qui allait être celle de 1940. Donc très rapidement, l'idée de Bernanos, c'est quitter l'Europe, qui est devenue irrespirable pour un homme libre, ou même qui se veut libre. Et donc l'idée, c'est de gagner l'Amérique du Sud. Et alors, il avait lu, étant enfant, dans une revue biblique, ou je ne sais trop quoi, un texte comme quoi le Paraguay était le lieu de l'Éden et du paradis terrestre. Quand on sait ce qu'était le Paraguay dans les années 30, c'est-à-dire un pays totalement ruiné par 2 guerres successives, un pays où toute la population mâle avait été quasiment exterminée, c'était le pays des veuves et des enfants, dans un tas de détresse économique complet. Donc, le Paraguay, c'était un endroit... Bon. Et Bernanos persuadait que c'est là qu'il y a quelque chose, l'Éden, on trouve les traces de l'Éden, du paradis terrestre. Donc, il décide d'aller s'installer là-bas, puisque l'Europe est devenue irrespirable. Malgré ça, ses amis maritains et le père Bruckberger lui disent, vous êtes sûr, le Paraguay? On s'est laissé dire quand même, c'est pas terrible. Mais non, c'est pas Paraguay. Bon. Départ pour le Paraguay. Il arrive d'abord au Brésil, où il est accueilli magnifiquement. Ensuite, il va en Argentine, où là, l'accueil est bien, mais
Oui, on sent parce que ça frotte un peu, puisque le franquisme et bientôt le nazisme sont très présents en Argentine. Donc, et après, il remonte vers le Paraguay, et là, très rapidement, il comprend que le Paraguay n'existe pas. Donc, retour au Brésil, qui n'est pas une terre hispanisante, mais lusophone, donc il est un peu à l'écart de de toute menace nazi-franquiste. Et donc, il s'installe au Brésil pendant 7 ans, de 1938 à 1945, avec une idée simple, qui est d'un côté de devenir éleveur, profession pour laquelle il n'a évidemment reçu aucun type de formation, et en même temps journaliste, et d'écrire après ses livres tout en devenant propriétaire d'une ferme pour ses enfants. C'est l'idée, pas absurde d'ailleurs, mais bon. Et donc, la vie de Bernanos au Brésil va donc consister à d'abord s'enfoncer de plus en plus loin dans les profondeurs du Brésil, au-delà des dernières gares et des ça, pour justement à la fois être un éleveur, vivre parmi les paysans pauvres, vivre parmi les explorateurs, les passants dans des maisons absolument invraisemblables, tout un tas de résidences par moments insalubres, avec ses 6 enfants, bien sûr. Et puis après, quand la guerre commence, revenir vers Rio, et s'installer dans ce lieu qui restera célèbre, qui est la Croix des Âmes, où là, il avait réussi à installer sa famille de manière convenable. Et puis surtout, il faut savoir une chose, c'est que Bernanos au Brésil a eu la chance d'avoir des protecteurs et des amis extrêmement fidèles et forts, qui étaient ceux de l'Action catholique. C'est la haute bourgeoisie catholique libérale qui l'a mécéné véritablement, qui a financé son installation. Enfin, il a eu cette chance. Et surtout, on lui a trouvé du travail. Il devait donner 2 papiers, 2 articles par mois dans une publication qui s'appelait Au Journal, qui appartenait au groupe du Hearst, l'équivalent du William Randolph Hearst brésilien, qui s'appelait Assis Chateaubriand. Et donc Bernanos va écrire là des dizaines, des centaines d'articles dans la plus totale liberté, dans cette presse brésilienne. Et à partir du moment où la guerre, la France libre, s'implantera, surtout à partir de Pearl Harbor, le Brésil se range du côté des forces démocratiques, notamment en Amérique. Et donc là, la France libre a pignon sur rue à Rio, et Bernanos devient véritablement une des voix les plus importantes de la France libre. Et ça, c'est extrêmement important, puisque, alors là, il mène une critique, mais alors, c'est même plus au vitriol, il faudrait trouver autre chose, c'est au-delà du lance-flamme, de Vichy et de ses anciens, de Maurras et de toute la collaboration. Et surtout, il commence à développer une vision. Ce n'est pas une vision prophétique au sens strict, ni une vision de prospectiviste ou de futurologue, mais il voit des choses que les autres ne voient pas. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais moi, j'invente rien, je vois ce que vous ne voyez pas, et si vous le voyez, vous ne pouvez pas en parler, puisque vous ne pouvez pas, moi, je peux. Je vois des choses et j'ai la liberté d'en parler. Et sa vision, je dirais, du futur, c'est-à-dire la future civilisation planétaire, technico-industrielle, machinique, qui était déjà présente dans La Grande Peur des Bien-Pensants, alors là, devient véritablement une sorte de grande, gigantesque prophétie. C'est là qu'il écrit La France contre les robots, déjà alors, au voilà, Brésil. c'est là je où il crois, écrit La France contre les robots, c'est là où il écrit tous les articles qui seront après regroupés sous le titre Le chemin de la croix des âmes, La liberté pourquoi faire, Français si vous saviez. Et puis au tout départ, les premiers textes, Le scandale de la vérité, et puis oui, Français si vous saviez, les enfants humiliés surtout, Le journal de la défaite. Alors, dernière question pour finir quand même ce parcours. J'aimerais aborder rapidement la dernière période de la vie de Bernanos, entre son retour en France en 1945 et sa mort en 1948, puisque malheureusement il n'a guère que 60 ans lorsqu'il décède. C'est une période moins connue, il me semble, et qui a quelque chose de pathétique, tant Bernanos se sent déplacé dans cette après-guerre qui lui apparaît comme déjà oublieux de la tragédie qui s'est déroulée. Cette France qui lui paraît retomber dans les vieilles ornières, en même temps que s'aggrave la tyrannie de la technique qu'il avait dénoncée. Bernanos avait déjà vomi, on l'a dit tout à l'heure, les années qui ont suivi la Grande Guerre, et on a l'impression que l'histoire se répète. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que la paix n'est pas ce qui convient à Bernanos, en tout cas la paix telle qu'elle se réalise dans ces après-guerres, parce que peut-être pour lui elle est un leurre, parce que la vie est un combat finalement perpétuel. C'est tout à fait ça. Il considère que la France a par 2 fois raté la paix. Après avoir faussement gagné la guerre, elle a perdu la paix, et qu'elle n'a jamais été à la hauteur de la victoire. C'est ça l'idée de Bernanos. C'est considéré en 1919 que l'immense masse des combattants qui avaient été démobilisés et qui portaient sur eux, dans leur corps ou dans leur âme, dans leur esprit,
les traces et l'héritage de ce qu'ils avaient vécu. Ce monde de combattants que Abel Gans mettra en scène dans J'accuse constituait non pas, je dirais, le fichier du ministère des anciens combattants, mais véritablement une sorte d'ordre religieux, d'église secrète, comme ça, enfin pas secrète, mais d'église, et que, au lieu justement de demander à ces hommes qui étaient allés au-delà, qui avaient passé le miroir, qui n'étaient jamais sortis des tranchées, parce que ça je pense aussi, j'ai pas fait les tranchées, mais je pense qu'on ne revient jamais des tranchées. De Céline, Drieux, Bernanos, les autres ne sont jamais revenus des tranchées. Junger n'est jamais revenu des tranchées. On y reste et celui qui revient, c'est quelqu'un d'autre. Je veux dire. Et donc Bernanos considère que cet immense héritage spirituel de la guerre, la Première Guerre mondiale, n'a jamais été pris en compte par la société française, qui a surtout demandé aux anciens combattants de défiler une fois par an et de se faire oublier. Et que là, donc, on a perdu la paix et on n'a pas été à la hauteur de la victoire. Il faut lire les pages extraordinaires qu'il écrit sur cet échec dans ses écrits de combat. Et pareil pour la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, il est évident, dans l'amitié de Léon Bloy, puisque c'est avant tout un disciple de Léon Bloy, Bernanos, d'abord et avant tout, pas littérairement, mais spirituellement. Il imagine à la fin Bloy ayant la vision des camps de concentration, des villes rasées et des bagnes du Goulag et d'Auschwitz. Et en définitive, c'est de lui qui parle. C'est très étrange. Et donc, il considère que là aussi, en 1945, quand il revient en 1945, tout le monde applaudit. Formidable. 3 fois, De Gaulle insiste 3 fois pour qu'il revienne. Alors, il y en a qui seraient arrivés même avant qu'on leur demande. Bernanos, ça fallait 3 fois. Il finit par revenir. Quand il arrive, tout le monde est debout, standing ovation, tout le monde applaudit, les communistes, les démocrates chrétiens, les gaullistes, tout le monde est là. Bravo, Bernanos avec nous, Bernanos parmi nous, Bernanos est de retour, enfin quelqu'un de sérieux. Bon, au bout de 6 mois, tout le monde est ravi de savoir qu'il s'en va en Tunisie. Non, parce qu'il se met mal avec tout le monde en 6 mois. Il leur dit, mais de toute façon, vous avez beau... Non, parce qu'il y avait une demande un peu... Bon, on a fait quand même 39, 40, 45. Il y avait une demande un petit peu de... Pas d'optimisme, mais de confiance en l'avenir, d'une espèce de vision un peu constructive. Bernanos dit, non, mais n'insistez pas, c'est foutu. Vous n'arriverez à rien. La civilisation qui se prépare sera pire que celle que vous venez de connaître. Ce message, il le promène partout, à la Sorbonne, aux rencontres européennes de Genève, où il fait un véritable scandale au milieu de tout un tas d'humanistes européens qui expliquent « Mais non, il faut garder confiance en l'avenir. » Tu dois me dire « Attendez, bougez pas. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. » Il fait la même chose en Belgique. Alors c'est absolument extraordinaire parce qu'il explique aux gens que la guerre froide qui s'ouvre, que la guerre froide, ça n'existe pas, c'est du bidon. La guerre froide est une espèce de leurre parce que Washington et Moscou sont liés par le destin de la civilisation des machines. Donc s'il y a une espèce de fracture, c'est nord-sud. Ce qui était pas mal vu, je crois. C'est-à-dire, c'est pas entre les communistes et les capitalistes, c'est entre les riches et les pauvres, entre les colonisés et les coloniaux. C'était plutôt bien vu. Et bon, et le livre qui incarne le mieux tout cela, c'est La France contre les robots. Bernanos, c'est pas du tout un nostalgique du temps passé. Vous savez, c'est pas un Lavaran ou un Michel de Saint-Pierre qui allait à la messe en Lavalière et qui après faisait du cheval dans ses propriétés. Il n'avait pas la nostalgie, comme disait De Gaulle, du temps des équipages et des lampes à huile. C'est quelqu'un qui aimait bien la modernité. Il faisait de la moto. Ça a été un motard, ça lui a coûté cher, mais ça a été un grand motard. La Première Guerre mondiale, il a voulu tout de suite passer dans l'aviation. Donc il avait de l'intérêt pour l'héroïsme machinique, un peu d'une certaine façon, les sports mécaniques. Mais il a très rapidement vu que c'est la machine qui allait prendre les commandes et que la machine allait fabriquer un homme qui lui conviendrait à elle, machine. Donc il a écrit là-dessus des pages et des pages. Je recommande d'ailleurs les 2 volumes de la Pléiade, écrits de combat, qui sont absolument vertigineux sur ce plan-là. Merci beaucoup François Angelier. Donc je pense que sauf si les organisateurs me disent que c'est impossible, il y a quand même le temps peut-être pour quelques questions. 3 jours et je vous donne un monde, à vous qui n'avez plus d'espoir, sur l'immensité profonde, ses yeux s'ouvraient pour le voir. Moi, une question, enfin une précision, une confirmation, je ne sais pas. Vous avez parlé du rapport de Bernanos à ses personnages. J'ai lu quelque part, et est-ce que c'est vrai, que Bernanos priait pour Mouchette? La première est un personnage extraordinairement sulfureux. Je ne sais pas si vous avez tous lu Sous le soleil de Satan, mais le premier volet de Sous le soleil de Satan
L'histoire de Mouchette, c'est que c'est cette histoire de cette adolescente qui séduit les deux notables de son village et dont elle tue le premier. Elle accouche d'un enfant mort. Enfin, je veux dire, il pouvait prier pour l'âme de Mouchette, puisque Mouchette était faite de sa propre âme à lui, d'une certaine façon. Je pense que c'est tout à fait envisageable, ça. C'est très balzacien et c'est tout à fait possible. Par contre, la deuxième Mouchette, c'est très intéressant parce que c'est un personnage qui est de la forme retravaillée, transfigurée des martyrs espagnols, contrairement aux apparences. Ça se passe en Artois. Mais Albert Béguin a eu cette intuition très étonnante. Il a dit mais de toute façon, la nouvelle histoire de Mouchette, c'est l'avant-dernière fiction de Bernanos. La dernière, c'est Monsieur Wynne. Enfin, dernière posthume, c'est le dialogue des Carmélites, mais il y a Monsieur Wynne et puis la nouvelle histoire de Mouchette. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de figure de sainteté ou de figure cléricale. Béguin dit mais c'est normal, puisque là, le prêtre, c'est Bernanos. Et quand il écrit la nouvelle histoire de Mouchette, c'est comme s'il donnait l'extrême onction à ses personnages. C'est comme s'il disait la messe de requiem de ses personnages. C'est-à-dire, il porte l'âme de ses personnages et voilà. Et donc, effectivement, qu'il prie pour Mouchette, ça me semble aller de soi, puisque la manière dont il l'a créé confine à l'amour et à l'oraison et à la prière. Donc, d'une certaine façon, c'est dans la totale logique du personnage. Je voulais savoir s'il avait pris des positions contre l'antisémitisme pendant la période de la Shoah. Dans les articles qu'il a publiés au Brésil, il y a plusieurs déclarations. Alors, c'est comme toujours chez Bernanos, ça part un peu dans tous les sens. D'abord, il avait des amis intimes dans la communauté des exilés juifs de Rio, notamment Torres, l'avocat, son fils qui est mort dans les Ardennes, dans les troupes, je crois, les troupes américaines. Il avait des amitiés juives intenses au Brésil, et c'est là, il fait des déclarations en disant que une goutte du sang de Georges Mandel est plus importante pour lui que toute la pourpre de la toge d'un cardinal fasciste. Il y a la phrase sur le rabbin d'Alger. Alors des fois, brusquement, il pivote, il dit « mais vous allez voir qu'un jour Hitler va s'entendre avec les Juifs ». Alors brusquement, ses amis lui disent « mais qu'est-ce qui se passe, Georges, vous écrivez n'importe quoi ». Il dit « ah oui, non, alors attendez, non, je vais m'expliquer ». Et après, il écrit des textes absolument fabuleux sur son rapport aux Juifs et au judaïsme, comparant le peuple juif au Christ du prétoire, c'est-à-dire au Christ insulté, et dit ce qui pour moi fascine chez les Juifs, c'est cette volonté de tenir face à tout depuis toujours. C'est cette manière de résistance des Juifs face à l'histoire. Et ça, c'est un héritage bloyen, évidemment. On se souvient de la phrase célèbre de Léon Bloy, « Le destin du peuple juif barre l'histoire comme une digue barre un fleuve pour en élever le niveau ». Je crois que ce disciple de Drummond a fini par vraiment penser sincèrement tout cela. Vous avez dit que la dernière rupture qu'il voit dans le monde, c'est entre les riches et les pauvres, c'est les colonisateurs et les colonisés. Est-ce qu'il s'est intéressé au début de la guerre d'Indochine ? Il meurt en 1948. Ça, c'est la période tunisienne. Il avait fait auparavant des tournées de conférences dans le Maghreb, où le jeune Marc Fumaroli à Fès l'avait d'ailleurs vu faire une conférence. J'ai eu la chance de recueillir le témoignage peu de temps avant sa mort de Marc Fumaroli. La guerre d'Indochine, à mon avis, je ne pense pas. Oui, non, mais alors Claudel qui est mort en 1955, donc 7 ans après, bah oui, Claudel a écrit le poème sur Saint-Michel, le patron des parachutistes. Oui, le clairon qui sur les rizières, oui, non, bien sûr. Non, ça, chez Bernanos, vous n'avez pas de poème de ce type, c'est clair. Mais quel aurait été, lui vivant, son point de vue sur la décolonisation et la guerre d'Indochine et après la guerre d'Algérie? Je ne sais pas du tout. Puisqu'il appartenait quand même à une époque où les colonies, l'empire colonial de la France, était une terre offerte à tous ceux qui ne supportaient plus la métropole pour aller revivre et se régénérer bien au-delà. Et je pense que Bernanos était plutôt là, il n'a pas voulu rencontrer Louis Massignon, mais il était plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire c'était plutôt Père de Foucault. Par contre, il a écrit un très beau texte sur le Père de Foucault. Je pense qu'il y avait chez lui l'idée que l'empire colonial permettait aux Français qui souhaitaient d'échapper au pourrissement de la société métropolitaine et d'aller se régénérer bien loin de tout, c'est-à-dire à la Bernanos, c'est-à-dire à la brésilienne, au Hogar, auprès des peuplades perdues dans les déserts ou même aux confins de la jungle, j'en sais rien. Il n'en a jamais parlé, mais je pense qu'il aurait eu cette vision-là. C'est-à-dire une vision qui n'est pas colonialiste, bien évidemment, parce que quand même, la vision sociale de Bernanos dément
tout intérêt pour le colonialisme au sens industriel capitaliste tel que le parti colonial de l'Assemblée nationale, ça existait le parti colonial. Et c'est pas non plus à mon avis un anticolonialiste au sens traditionnel du mot, c'est-à-dire politique, idéologique. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait été plus proche du père de Foucault, d'aller s'installer aux confins, et pareil pour l'Indochine. Mais de textes sur la guerre d'Indochine, j'ai pas souvenir. Bien, merci. Merci encore pour nous avoir fait reparcourir toute cette histoire. L'ouvrage de François Angelier, Georges Bernanos, La colère et la grâce, est publié aux éditions du Seuil. Chez ce même éditeur, François Angelier a aussi fait paraître Blois ou La fureur du juste en 2015. Vous venez d'écouter un débat à la librairie Ombre Blanche, enregistré mardi 12 octobre 2021, réalisé et mis en onde par Radio Radio.